Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un update lecture. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de point lecture et du coup je me retrouve avec des romans que j'ai lus il y a quelques semaines. Du coup j'espère que je m'en souviens encore assez pour vous en parler. Surtout que c'était des franchement bonnes lectures ces derniers temps, donc j'ai très envie de vous les présenter pour vous donner un petit peu mon ressenti dessus. Et puis finalement c'est peut-être intéressant de voir ce que j'en ai gardé quelques semaines après. Du coup le premier roman dont je veux vous parler c'est Hunger Games, donc l'après-quel La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre là je le voulais absolument, pourquoi? Déjà parce que c'est Hunger Games. Alors moi j'ai pas découvert Hunger Games au moment de leur sortie, je crois que leur première édition en anglais ça devait être 2010 à peu près, j'avais regardé, et moi je les ai découverts en 2015 parce que c'était juste avant que je fasse mon blog et tout, je crois que c'était 2015, et du coup j'avais très envie de voir ce que c'était cette préquelle parce que j'avais adoré le premier tome, j'avais globalement bien aimé la trilogie, mais vraiment le premier tome m'avait beaucoup marqué. C'était l'une des premières dystopies que je lisais, donc forcément ça m'avait beaucoup marqué. Dans cette histoire on suit Coriolanus Snow, donc le président Snow plus tard, qui est un grand méchant de Hunger Games. Là on le découvre alors qu'il a 18 ans, il vit au Capitole et il va devenir pour la première fois mentor des jeux des Hunger Games, et en fait on va le découvrir alors qu'il est encore à l'université. Et tous les mentors viennent de cette université justement. Alors je suis désolée, j'ai changé la luminosité parce qu'en fait j'ai dû fermer le volet, j'avais le soleil en pleine face et c'était pas possible. Du coup Hunger Games, l'après-quel, je vais y arriver, ça fait 3 fois que je filme cette vidéo, j'en peux plus. La première fois ma mère m'a appelée en plein milieu, donc voilà. Donc c'est la deuxième fois, allez. Troisième interruption, on y va. Du coup, Coriolanus Snow, le grand méchant des Hunger Games de base, là il a 18 ans, il est pas si méchant que ça, et moi je m'attendais à peut-être autre chose au niveau du personnage. Je m'attendais peut-être à un personnage un peu plus noir, mais en fait c'est très subtil, c'est-à-dire qu'on le voit comme un manipulateur né, c'est jamais de sa faute de toute façon, enfin le vrai psychopathe, mais les prémices seulement, c'est-à-dire que bon, il est peut-être quand même gentil un peu finalement dans ce roman, en tout cas au début. Et ouais, je m'attendais à autre chose au niveau de Coriolanus, je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur dès le départ. Alors oui, sur la fin on le voit tel qu'il va devenir, et en effet on le voit de plus en plus psychopathe, à se trouver de plus en plus d'excuses pour faire tout le mal qu'il fait. Mais ouais, je le voyais pas forcément dans une relation avec les autres comme ça en fait. Bon bref. Et on va aussi découvrir, comment elle s'appelle déjà, son tribu, j'ai totalement oublié, Lucy Gray, donc celle qui chante, qui rameute les foules et tout ça. Et j'ai plutôt bien aimé en fait découvrir ces premières versions de Hunger Games. Là ça fait 10 ans qu'ils existent, et en fait avant c'était pas une arène telle qu'on la connaît, hein. Là c'était vraiment une arène très fermée avec globalement une arène pour de vrai et très peu de choses à côté. On voit pas, enfin il passe pas sur plusieurs plans, enfin voilà, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais ouais c'est vraiment pas aussi gigantesque qu'après, mais on va voir un peu comment ça se développe, comment ça s'est développé, d'où c'est venu avec la guerre etc, et tout le monde se souvient encore de la guerre, c'est encore frais, c'était 10 ans avant. Ils en ont tous souffert, Coriolanus le dit bien, il en a aussi souffert, sa famille a beaucoup perdu dans cette guerre, et bref, j'ai bien aimé cette préquelle, c'était pas mal, je m'attendais un peu à mieux, mais c'est le danger je pense avec les préquelles et avec les séquelles et avec tout, mais je pense que c'est l'un des dangers en fait de faire ce genre d'ajout à une trilogie qui est terminée depuis longtemps, c'est que les fans s'attendent à quelque chose d'absolument incroyable, sauf que bah non en fait c'est toujours le même univers qu'on connaît avec des personnages qu'on connaît, et oui c'est cool au niveau de l'ajout, mais on peut pas être aussi enthousiaste qu'à la première lecture du tome 1, je pense que c'est tout simplement ça. Et oui c'était bien, mais je m'attendais à mieux, c'est tout, c'était une très bonne lecture. Mais il y a des choses par exemple qui n'étaient pas forcément utiles. En fait c'est très simple, pour être tout à fait clair, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin des Hunger Games, sauf que derrière il y a encore une partie du roman, et là vous vous retrouvez dans les districts et tout, et c'était intéressant bien sûr,
mais pour moi en fait le roman se terminait à la fin des Hunger Games et du coup quand j'ai vu que c'était pas le cas, bah j'ai trouvé qu'il y avait plein de longueurs derrière et je me suis un peu ennuyée sur certaines parties pour un dénouement qui finalement aurait pu être un peu le même. Donc voilà, on aurait pu faire peut-être autrement, un peu plus court. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ajouts de longueur pour pas grand chose. J'ai quand même bien aimé cette lecture, mais ouais, parfois c'était un peu long. Ensuite je vais vous parler de ma lecture, ou plutôt de mon écoute de l'Institut de Stephen King. Il est sorti aux éditions Albert Michel. Moi je me le suis pas procuré parce que quand il s'agit de thriller ou de polar, je préfère les écouter dans ma voiture sur le trajet du travail ou lors de mon retour, parce que j'ai quand même 3/4 d'heure, 1 heure de route tous les jours aller. Donc ce qui fait 1h30 à peu près, quasi 2 heures de trajet par jour, donc clairement je peux largement avancer dans des audiobooks. Et du coup j'ai découvert l'Institut de Stephen King dès qu'il était dispo et j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait on va suivre au début, on va apprendre à connaître un ancien flic qui se retrouve dans un village un peu par hasard, on ne sait pas trop pourquoi, qui va se retrouver veilleur de nuit. On va découvrir petit à petit son histoire et puis il va totalement disparaître d'un coup de l'intrigue, et là on va découvrir Luc, je crois, il me semble que c'est ça le nom du petit garçon. Bref, un petit garçon qui va se faire kidnapper par on sait pas qui. En fait c'est ça qu'on découvre. Il va se retrouver dans un institut avec d'autres enfants qui ont des pouvoirs psychiques, et on va vite découvrir que cet institut, bah globalement c'est quand même des sacrés méchants. J'ai pas eu peur, j'ai trouvé que c'était assez presque axé young adult. Il y avait pas... Enfin j'ai bien aimé la patte de Stephen King, même si c'était en audiobook là pour le coup. C'est assez sombre, mais ça pourrait presque, j'ai bien dit presque, passer pour du young adult, parce qu'en fait on suit vraiment cette bande de gosses dans l'institut, comment ils vont réussir à découvrir ce qui s'y passe. On va suivre ce qu'ils subissent, même si ça reste encore dans du raisonnable, hein, ça va encore. Enfin je vais peut-être passer pour un monstre pour ceux qui ont été choqués par certaines scènes, mais je trouvais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin au niveau des investigations et tout, donc j'étais pas plus choquée que ça. Après il y a un certain suspense, on ne sait pas tout, vraiment le dénouement est bien fait, on vous donne petit à petit les informations, mais pas trop, ça vous tient vraiment en haleine. Il y a toute la question de l'après, il y a toute la question des pouvoirs psychiques, est-ce que ça existe, enfin même au niveau de l'explication de comment ils recrutent ces enfants là, c'est super intéressant et c'est réaliste. Je trouve que c'est vraiment ça la magie de Stephen King, c'est de vous faire croire que quelque chose qui est totalement impossible est probable, est réaliste, est réalisable en fait, tout simplement. Et à chaque fois il me fait vraiment cet effet là, Stephen King, et il me semble que dans un de ses livres il le disait, que c'était vraiment ce qu'il avait envie de faire dans je sais plus quelle biographie, enfin je sais plus, j'ai déjà lu que finalement ce qu'il voulait c'était de rendre l'impossible possible, et c'est vraiment l'impression que j'ai à chaque fois, donc pour moi c'est un pari totalement gagnant. J'ai beaucoup aimé l'Institut, ça a été une très bonne lecture, une très bonne écoute pour moi, j'ai passé un très bon moment. À chaque fois quand on me dit Stephen King, je m'attends vraiment à avoir peur, à ce que ça soit très sombre, et j'ai lu Cimetière, j'ai pas eu peur et j'ai pas trouvé ça si sombre que ça, j'étais en mode bref, c'était pas ouf, j'ai bien aimé cette lecture mais c'était pas dingue. L'Institut c'est le cran au-dessus, franchement j'ai vraiment bien aimé cette lecture et la réflexion autour des pouvoirs psychiques etc et de leur application dans le monde et tout, enfin c'est super intéressant. Il est beaucoup mieux passé que Cimetière, et je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'attaque maintenant au classique de Stephen King avec Carrie et les autres, voilà, le fléau, tout ça, parce que j'ai envie de voir le côté sombre de cet auteur, et ouais j'ai bien envie de me faire Shining par exemple. Je sais pas, à voir, mais à chaque fois j'ai l'impression d'être un peu déçue parce que je m'attends à un truc tellement sombre de Stephen King, parce que j'en ai une image depuis que je suis petite qui est très sombre, et finalement j'arrive sur un roman qui en effet est intéressant, les thèmes sont intéressants, il y a du suspense, en effet les personnages vont pas toujours très bien, on sait pas trop comment ils vont finir, mais finalement l'Institut, c'était une petite balade quand même, ça va. Ça va, franchement, si vous avez peur de vous lancer dedans parce que vous avez peur d'avoir peur, franchement ça va. Ensuite j'ai lu, alors cette fois-ci sur liseuse, donc pareil je ne l'ai pas en papier, il s'agit de Soleil glacé de Séverine Vidal
aux éditions Collection R. Je l'ai eu via NetGalley je crois, parce que j'avais très envie de le découvrir et en même temps ça fait pas partie des romans de fantasy young adulte mais plutôt un roman contemporain young adulte, et à chaque fois je me méfie de ce genre de roman parce qu'avec moi soit ça passe soit ça casse, et là pour le coup il est super bien passé, donc en fait j'aurais dû l'acheter hein, comme tous ceux que je prends d'habitude de la collection R. On suit une jeune fille dont j'ai totalement oublié le prénom là, Luce. On suit Luce qui, voilà, ça revient. On suit Luce qui a vraiment une vie pourrie parce que le jour où elle se fait jeter par SMS je crois par son copain, elle se retrouve devant sa porte et tout, elle découvre qu'il en a une autre, elle reçoit un appel ou un message je ne sais plus comme quoi son père est mort. Si ça, c'est pas de la vie de merde, je sais pas ce que c'est, franchement pile le jour même quoi, il y a de quoi être vraiment pas bien. Et son père c'est quelqu'un qui a été globalement absent toute sa vie, elle l'avait pas vu depuis un long moment, elle avait très peu de nouvelles, très peu de contacts, et elle va découvrir que ce père a une deuxième famille, il a fondé une deuxième famille avec une dame qu'elle connaît déjà. Bref, le truc un peu compliqué, dans cette deuxième famille elle va se lier avec le grand frère, il y a un grand frère et une petite sœur, et elle va se lier avec le grand frère qui a un syndrome de l'X fragile, et j'ai trouvé ça génial parce que c'était super bien abordé. Souvent on rentre dans pas mal de clichés, là j'ai bien aimé parce qu'il n'était pas uniquement sage grâce à Luce, hein, il pique des colères, il a des troubles du comportement, c'est là, c'est présent, et en même temps on travaille dessus et on évolue et c'est super. Ensuite ce que j'ai bien aimé c'est qu'on parle de la deuxième cause de handicap mental, donc le syndrome de l'X fragile, un syndrome qui est plutôt peu connu je pense, on en parle très peu, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai. On parle beaucoup plus de la trisomie 21 qui est la première cause de handicap mental, mais beaucoup moins du syndrome de l'X fragile. Je sais pas si vous connaissiez, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, on parle pas d'un trisomique, ça change. Alors déjà des romans sur des trisomiques il y en a pas beaucoup, mais c'est bien le premier que je vois aborder le syndrome de l'X fragile. Du coup vous avez des troubles du comportement, vous avez un retard mental et vous avez un personnage tout à fait touchant et ouais, vraiment très attachant. Luce va rapidement évoluer à ses côtés, elle va l'embarquer dans une sorte de road trip et on va les voir évoluer tous les deux l'un envers l'autre dans cette relation demi-sœur, demi-frère dont ils ont été totalement privés depuis leur enfance. Ils vont replonger un peu justement dans cette enfance qu'ils ont un peu loupée ensemble et dans des souvenirs communs et dans des souvenirs communs par rapport à leur père et tout ça, et bref j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai adoré la plume de Séverine Vidal, vraiment j'ai été impressionnée par la qualité de sa plume, j'ai adoré vraiment son écriture. Maintenant donc ça a été une très bonne lecture jusqu'à la fin où il y a une scène, mais franchement je l'ai pas vu venir, et pourtant c'était gros, enfin on peut le voir venir, il n'y a aucun souci. A posteriori je me dis mais oui franchement elle l'a présenté comme ça depuis 20 pages, c'est bon, on voyait bien que c'était ce qui allait se passer, mais on était tellement pas dans cette thématique là que j'en suis tombée des nues en fait, tout simplement. J'étais en mode mais pourquoi? Et j'étais un peu déçue du coup parce que comment faire pour ne pas vous en dire trop, il y a une scène sur la fin qui précipite tout le reste et qui m'a un petit peu déçue parce que justement elle précipite toute la fin et on s'y attend pas et c'est posé là, en fait ouais on s'y attend pas, c'est pas du tout la thématique du roman et hop on pose ça là et ça change toute l'histoire pour nos personnages et ça change toute la fin et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Maintenant je comprends bien, c'est une façon de conclure et tout, mais la scène elle est tellement choquante parce que ouais on s'y attend pas et elle est horrible et ouais c'est choquant en fait, tout simplement c'est choquant, on va dire ça comme ça. Donc ouais j'ai pas trop aimé la fin, mais tout le reste j'ai adoré. Après la conclusion je l'ai bien aimée. En fait j'ai pas aimé la façon de précipiter la fin, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui l'ont lu vous comprendrez, mais moi j'ai pas aimé ça. Et par contre j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, les personnages j'ai adoré. Mais ouais ce petit truc là absolument important et horrible j'ai pas aimé. Je voulais pas que ça soit là et du coup c'est tout. C'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre parce que franchement le sujet était bien traité, il y avait pas trop de clichés et en même temps on vous expliquait globalement comment ça marchait. Enfin voilà, ce demi-frère il vit en foyer la semaine et tout parce que il lui faut une prise en charge. Enfin voilà, c'est plutôt réaliste, c'était bien fait, c'était bien écrit. Juste cette petite partie là que j'ai pas aimé, mais parce que je suis assez sensible sur le sujet, j'aime pas ça, j'aime pas quand on en parle sans que je sois au courant dans un roman. Et là ça m'est tombé dessus et j'étais là oh non mais pourquoi vous faites ça? Voilà, bref c'est tout, n'hésitez pas à le découvrir, franchement c'était une super lecture. Ensuite je vais vous parler des Chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. C'est
C'est un roman que j'ai reçu dans le cadre de notre partenariat, donc j'en suis méga ravie. Céline Chevet, c'est l'autrice de La fille qui tressait les nuages, que j'avais vraiment beaucoup aimé l'an dernier, qui était une espèce d'ovni littéraire, vraiment quelque chose de très original. Et là c'est le cas aussi. Alors attention, on parle vampires. Je me suis dit, oh là là, des vampires, oui mais des vampires avec Céline Chevet, je veux bien. Du coup on va suivre globalement Nathanaël qui est un humain qui va être contraint de fuir son village et d'intégrer une bande de vampires et surtout de devenir l'animal de compagnie, on va dire ça comme ça, l'esclave, un peu comme vous voulez, de l'un des vampires. Et en gros on le suit pas vraiment, on le suit par le biais de son journal intime qui est lu par un vampire et une petite fille qui sont sur les traces de on sait pas qui, et je vous dirai rien. J'ai adoré ce roman, les vampires ne sont pas des chiffmolles là-dedans. Les vampires sont bien plus forts que vous, sont bien plus forts que nous, sont bien plus forts que tout le monde, et ils peuvent vous arracher la tête d'un coup de coude malencontreux, hein, tout simplement. Ils sont pas gentils, on n'a pas envie de leur faire des câlins toute la journée, et ça change, parce que les derniers vampires que j'avais, à chaque fois, ils étaient globalement gentils, attirés et machin. Là le sujet se pointe, mais il n'en reste pas moins dangereux. Et j'ai beaucoup aimé les valeurs qui sont portées dans ce roman, les valeurs d'empathie, l'importance des émotions, vraiment. Ouais, j'ai vraiment adoré les doubles sens que Céline Chevet a fait dans son histoire, et son histoire en elle-même est un double sens, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré le rapport avec la psyché qu'il y a là-dedans. J'ai globalement tout aimé. Alors c'était pas un coup de cœur parce que je pense qu'il a fallu que je réfléchisse un peu trop au double sens qui était contenu dans cette histoire, parce que dès le début je me suis dit attends, elle veut pas dire ça plutôt, et du coup à chaque fois je me concentrais sur les doubles sens qui étaient peut-être là, et du coup je me suis tellement concentrée que j'ai oublié d'être totalement passionnée par le récit. Alors j'aimais beaucoup ce que je lisais, mais je peux pas l'ériger au rang de coup de cœur. C'était une très bonne lecture, j'ai passé un excellent moment. La plume de Céline Chevet, elle est à tomber, elle est vraiment à découvrir si jamais vous ne la connaissez pas encore. J'ai adoré les vampires, j'ai adoré les rapports entre les humains, les vampires et les bêtes, qui ont tous à sa portée et qui devraient tous apprendre à se connaître plutôt que de rester chacun dans leur coin. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman, je peux pas en dire beaucoup plus sinon je vous gâche les doubles sens, sinon je vous gâche l'histoire, mais c'était une super histoire, je vous le dis, c'était une très belle plume. Je suis ravie de l'avoir découvert, et je sens que je vais pas m'en séparer tout de suite celui-là. Parce qu'en fait, je pense que pour bien comprendre le roman, il faudrait très certainement le lire 2 fois, avec les doubles sens possibles en tête. Et du coup peut-être que je le relirai à un moment donné, je sais pas, peut-être dans quelques années, mais je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai découvert Le plus fou des deux de Sophie Bassignac. Je sais plus chez quelle maison d'édition c'est publié parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Dans cette histoire on suit une marionnettiste. Là aussi j'ai oublié le prénom, je suis désolée. Lui franchement je l'ai commencé en septembre 2019 et j'ai tout relu là pendant mes vacances il y a 3 semaines parce que je m'en souvenais plus trop et je l'avais jamais fini. On suit une marionnettiste qui va un jour dans un cinéma et elle va rencontrer un monsieur dans ce cinéma. Ils sont 2 dans la salle, il est un peu bizarre, un peu particulier, et d'ailleurs il va même lui demander de lui donner une bonne raison de ne pas se suicider. Particulier quoi, qu'est-ce que tu réponds à ça franchement. Elle, le problème c'est que ça va faire écho à toute son histoire personnelle. Son père s'est suicidé pendant qu'elle était à la maison avec sa sœur. Forcément ça jette un froid et elle peut pas le laisser comme ça. Elle va lui proposer de faire partie de son spectacle de marionnettiste. Alors ce qui est plutôt bien c'est que moi je connaissais pas du tout l'univers des marionnettistes, donc ça m'a abattu plein de préjugés, c'était cool, c'était bien traité, j'ai trouvé, c'était intéressant. Maintenant j'étais pas méga passionnée par le récit, c'était intéressant, c'était pas mal écrit, franchement c'était plutôt bien, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de choses dans ce roman à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois on vous présente le métier de marionnettiste, on vous présente une personne torturée un peu bizarre, un peu particulière, qui va pas forcément faire les choses comme il faut, on vous présente une héroïne torturée par son passé, qui a aussi des soucis relationnels avec sa mère et sa sœur, qui a des soucis avec son mari, ils ont vraiment une famille dysfonctionnelle, son mari est totalement infidèle, on va dire ça comme ça, ses enfants sont élevés par sa sœur, enfin il y a tellement de choses dans ce roman que je m'y suis un peu perdue. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé l'histoire de fond, j'ai bien aimé l'évolution du personnage qui bégayait dans son enfance sur un traumatisme, ça réapparaît à ce moment-là, enfin il y a énormément de choses dans ce roman, j'ai l'impression que l'auteur avait énormément d'idées et qu'elle a tout mis dedans alors qu'on aurait pu faire je pense
plusieurs romans différents avec certains des traits du personnage en lui-même. Sinon ouais franchement j'ai bien aimé, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense qu'il fait 200 pages, quelque chose comme ça, mais c'était bien mais un peu trop fourni peut-être pour moi. Et enfin je voulais vous montrer Dragon Metropolis le tome 1 de Barr Jr, je sais pas, aux éditions de Chatto Chatto. C'est un roman, oula, qui vient de tomber, voilà. Alors j'en ai perdu l'ex libris par terre, hein, désolé, vous ne le verrez pas. C'est un manga franchement très sympa, ça commence vachement bien en plus, regardez. Hop. On découvre un personnage en fait au début, faut pas que je vous en dise trop parce que l'histoire du tome 1 je pense qu'elle est pas facile à résumer. On découvre un personnage qui s'appelle Long Zhengli qui se réveille dans une ville qui lui est totalement inconnue et il a totalement oublié ce qui s'est passé pour lui. Il est amnésique en fait, il se souvient plus. On va découvrir un univers, une ville aux allures steampunk, c'est vraiment sympa. Et il va se découvrir aussi des particularités physiques assez intéressantes. Il va rencontrer divers personnages et j'ai eu un petit souci au niveau des articulations entre les chapitres. C'est-à-dire que par exemple le premier chapitre, il rencontre deux enfants et une grande méchante, ils combattent la grande méchante et voilà, on finit le premier chapitre. Deuxième chapitre, on est totalement ailleurs, avec totalement d'autres personnages et du coup j'étais un peu perdue en me disant on est où? Que se passe-t-il? J'ai vraiment eu un peu de mal à comprendre l'articulation entre les différents chapitres. Alors j'aime bien le style graphique, j'aime bien l'univers steampunk, franchement c'est super intéressant. J'aime bien le personnage principal parce que je l'ai trouvé touchant et intéressant aussi, il a plusieurs particularités physiques intéressantes, mais ça je vous le laisse découvrir. Mais ouais, l'articulation entre les chapitres, je comprenais pas trop en fait pourquoi on passait un peu du coq à l'âne comme ça. Bon, pourquoi pas. Du coup on va découvrir Dragon Metropolis, donc une grande ville, Dragon Dynasty, machin. Et là aussi où j'étais perdue, c'était au niveau de la traduction. Je pense qu'il y avait un souci, pour moi en tout cas au niveau de la traduction. C'est qu'on vous parle à la fois d'une machine à mouvement perpétuel et je sais plus, un mot en anglais pour dire la même chose en fait. Sauf que comme on utilise à la fois le terme anglais et le terme français, moi je me suis dit ce sont deux machines différentes alors que pas du tout. Voilà. Mais sauf que j'ai découvert qu'après. Donc moi j'étais totalement paumée en fait en disant mais attends, si ce sont deux machines différentes, pourquoi est-ce qu'elles font exactement la même chose, tu vois. Et ouais, c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Et au niveau de la traduction, ouais, il y avait une ou deux fautes d'orthographe et puis il y avait à un moment donné sorti de nulle part ah oui bah voilà tu t'es ramené la queue entre les jambes. Pourquoi tu dis ça comme ça? Enfin c'était un peu bizarre. Alors oui je sais on le voit parfois dans certains romans mais c'est le personnage qui est comme ça et là c'était pas trop le cas donc ça m'avait un peu surprise. Bref je dis toujours que je laisse au moins 2 à 3 tomes pour avoir mon avis sur une saga. Là le premier tome était intéressant, l'univers est intéressant, steampunk et tout, c'est vraiment pas mal. Mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux et j'espère que ça sera développé dans le tome 2. Je crois que c'est une saga en 4 ou 5 tomes donc il va falloir vite développer. Et j'aimerais bien que l'articulation entre les chapitres soit un peu plus évidente à suivre parce que j'avais une impression globale de brouillon, de fouillis. Surtout qu'il y a certaines planches qui sont très fournies avec de nombreux détails. Et du coup ouais j'avais cette vision globale d'un peu brouillon. Voilà, donc j'espère que je vais davantage apprécier les prochains tomes. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des ouvrages que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à en parler avec moi en fait, tout simplement, c'est un peu pour ça que je suis là. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.